modératrice de cette session. Donc, bonne session à tous et directement, Farhana, à toi la parole. D'accord, merci. Alors, on a déjà un petit peu entamé les discussions. En effet. Mais donc, moi, moi, j'aide les femmes à gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Si on doit me présenter, c'est ça. Gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Je m'appelle Farhana, plus connue sous le nom de Farhana Feel Good. Et pour celles qui ne connaissent pas mon histoire, je suis une femme qui revient de loin. Après une grosse faillite en 2008, c'est pour ça que je dis j'adore maintenant les échecs. Plusieurs échecs dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je suis passée par des moments assez difficiles, non, très difficiles, où il y a eu des longs moments de souffrance, de solitude. Vraiment, c'était une époque où j'avais plus du tout confiance en moi et je me disais vraiment, Farhana, là, t'es foutue. Les problèmes sont complètement insurmontables, ça va jamais se régler. Et j'avais aucune perspective d'avenir, vraiment aucune perspective d'avenir. Et aujourd'hui, eh bien, je suis chef d'entreprise, je gère un groupe qui a plusieurs activités à l'international avec une équipe de 200 collaboratrices, une équipe avec laquelle je grandis chaque jour et on avance ensemble vers nos objectifs et vers notre vision. La mission de l'entreprise, la mission de Farhana Feel Good, c'est de former 10 000 femmes à gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins, c'est-à-dire en doublant leur chiffre d'affaires sans sacrifier leur vie personnelle, et à former 100 000 femmes en Afrique à reprendre leur vie en main et devenir épanouies, avoir une vie feel good et être bien dans ses baskets. Ça, c'est ma mission de vie. Qu'est-ce qui s'est passé entre le avant et le après ? 2 facteurs clés. Le premier, c'est que j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic en entendant l'un de mes mentors, Michelle Obama, expliquer que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent qu'on gagne, mais à l'impact qu'on a sur la vie des gens. Et puis, le deuxième facteur, c'est que je me suis formée. Une fois que j'ai eu ce déclic, j'ai décidé de me former. Je me suis formée à outrance. J'ai tout enchaîné, conférences, séminaires, ateliers, immersions, pendant des années, sur la psychologie humaine, sur la PNL, sur les neurosciences, le business et les finances, un peu partout dans le monde, dans plusieurs pays, la Grèce, les États-Unis, la France, l'Espagne. Et c'est ces 2 facteurs clés qui aujourd'hui me permettent d'avoir la vie de plus en plus que j'aime et d'avoir de plus en plus de temps pour mes valeurs hautes, ce qui correspond à mes valeurs hautes. Moi, j'ai une valeur contribution qui est très forte et qui me permet aujourd'hui de gérer Envol Madagascar, qui est une association caritative qui œuvre pour l'autonomisation des femmes et la lutte contre la violence basée sur le genre. Voilà pour la présentation. D'accord, merci Farhana. Je pense que c'est vraiment un parcours inspirant, charnu en même temps, qui va pouvoir éventuellement nous inspirer. Et on va revenir sur Farhana tout à l'heure. Et je pense qu'on va laisser Madame Rarnous qui va se présenter. Bonjour à toutes. Moi, ça va être plus court, plus simple. Très simple, en fait. Écoutez, moi, j'ai grandi à Mada. En tant que malgache, évidemment. J'ai grandi à Mada jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis partie en France. Je dirais que j'ai dû faire mes premières armes dans le monde du travail très rapidement, puisque j'ai commencé à travailler à 18 ans, en parallèle à mes études. Donc, j'ai fait Sciences Po. Je fais la compta finance, en me disant, de toute façon, ceux qui font de la finance, ils vont toujours trouver du travail. On en a toujours besoin. Il fallait juste être pragmatique. Et puis, je dirais, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, j'ai décidé de faire le pas, de rentrer à Madagascar. Pour faire quoi exactement, je ne sais pas encore. Je ne savais pas. J'étais dans le monde, on va dire, du call center pendant moins 6-7 ans. Et c'est là où j'ai fait mes premières armes. Je dirais quand on arrive au pays et qu'on ne sait pas exactement quel chemin on va prendre, là-dessus on se dit quand même, bon voilà, on a quelques petites idées en tête et on essaie de les appliquer.
Et puis, du jour au lendemain, on va dire, après avoir essayé d'être salariée dans une entreprise ici, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai décidé donc de monter TechNet. Et TechNet a été monté, je dirais, dans un contexte complètement particulier, puisque très rapidement, j'ai dû faire à ce qu'on appelle donc aujourd'hui cette résilience, puisque on a monté TechNet pendant la période de crise 2001-2002. Oh, carrément. Carrément. Donc en plein dedans, en disant bon, ok, je monte ma boîte, mais où je vais, j'ai pas un sou, et bon, ben, on va essayer de travailler business plan sur business plan. Et en fait, quand on devient entrepreneur, on se rend compte qu'on est automatiquement résilient. On doit être résilient à tout. Je dirais que c'est vraiment ça doit faire partie de soi-même. Si on n'est pas résilient, on lâche très rapidement. On peut abandonner très rapidement parce que chaque pas qu'on fait, on doit affronter une situation, que ce soit les banquiers qui va dire mais c'est quoi votre projet, on comprend rien, c'est pas très clair, c'est quoi un cybercafé, non mais ça n'existe pas ici. Vous pouvez revoir votre business plan, penser à un autre projet peut-être un peu plus simple, un peu plus compréhensible. Ah ok, bah pourtant c'est simple quoi, je sais pas. Et puis voilà, il faut pas lâcher, il faut avancer. Il faut essayer de trouver des amis, des personnes qui arrivent à vous faire confiance aussi. Et c'est à partir de là que, voilà, en 2002, le premier cybercafé de Madagascar a ouvert. Et je ne pensais pas du tout, je dirais, à un succès de cette activité, tout en sachant que c'était juste une petite activité dans TechNet, puisque TechNet, c'est d'abord avant tout une société qui œuvre dans les nouvelles technologies et qui est aujourd'hui intégrateur de solutions. Quand on parle solutions, c'est solutions matérielles, c'est solutions logicielles, donc qui touchent tout ce qui est sécurisation d'infrastructures sensibles. Et puis, oui, voilà, donc ça a fonctionné. Le cyber, bah, ça nous a fait connaître. Ça a été un peu notre produit d'appel, d'une certaine manière. Et puis face à ça, bah oui, on est résilient parce que on monte une entreprise. En 2004, après la crise, on subit une dévaluation à 100%. Et ben là, quand on importe et on vend du matériel, bah, ça fait mal. C'est pas du tout évident. Voilà, donc je dirais que le monde de l'entreprise, c'est une succession à la fois de plein de petits échecs qui nous font grandir. Et ces petits échecs-là, que ça peut être un marché qu'on a perdu, ça peut être, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, un financement qu'on ne va pas réussir. Ça peut être voilà, plein d'autres choses, des personnes avec lesquelles on a travaillé, on avait beaucoup d'espoir et puis finalement on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à révéler la personne, on n'a pas réussi à révéler, on va dire, l'essence et les compétences et toutes les valeurs de la personne qui auraient pu être partagées au sein de la société. Et puis aussi, après ces multitudes de petits échecs qu'on peut rencontrer, il y a aussi des victoires, bien entendu, et c'est là qu'on rebondit, c'est là qu'on donne aussi de l'espoir et ça nous fait avancer tous les jours qui passent et voilà, et ça fait 20 ans. L'histoire de TechNet, ça fait 20 ans aujourd'hui. C'est tout un parcours. Bravo. Voilà, tout un parcours et pas évident du tout parce que voilà, la résilience, c'est quelque chose... on est de plus en plus affûté chaque jour qui passe et en fonction aussi d'un environnement qui n'est pas forcément facile. C'est un environnement qui est très difficile. Je ne dirais pas parce que c'est particulier à Mada, mais je pense que pour un entrepreneur dans n'importe quel pays, c'est extrêmement difficile. Là, voilà, il ne faut pas lâcher prise, il faut garder ses valeurs. Et puis, il faut être très à l'écoute, il faut essayer au maximum d'être dans la bienveillance et puis dans la transmission et le progrès. Je veux dire, c'est une addition d'un certain nombre de plein de petites choses. Autre point peut-être qu'il faudrait, puis moi dans ma réflexion de tous les jours, moi mon école c'est mon entreprise. Moi, je n'ai pas appris à être entrepreneur ailleurs. J'ai fait mes armes
voilà, en France, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait mes armes aussi, je dirais, dans l'entreprise où j'ai travaillé ici. Bien que je n'ai pas gardé un super souvenir, c'est pas grave. Mais son entreprise, c'est son école. Et tous les jours, j'apprends. Aujourd'hui, je continue à apprendre. J'apprends des autres, j'apprends plein de choses. D'accord. Et c'est ça qui est important. D'accord. Merci Joanne pour cette belle intervention. Et on va en plus entrer en profondeur sur le cœur du sujet tout à l'heure, niveau résilience, que ce soit niveau mindset ou bien niveau business. Et je vais laisser le soin de Mine de présenter également, de last but not the least. Hein. Et puis voilà, Mine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, je suis ravie d'être ici et super honorée d'être aux côtés de ces superbes femmes que j'admire beaucoup. Alors, mon parcours, il n'est pas aussi long que mes aînés. J'ai fait que 2 ans d'expérience en entrepreneuriat. Donc, ça fait vraiment tout récemment que je suis là-dedans. J'ai commencé en 2018, en octobre 2018. Donc, avant ça, j'ai eu un cursus en commerce international et marketing à MADA. J'ai fait des jobs de commercial, de responsable commercial. Et après quelques mois à travailler chez quelqu'un, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça en fait, d'être salarié, de courir partout pour quelqu'un. Donc petit à petit, je me suis dit que finalement, avant ça, je voulais vraiment rentrer dans ce moule, donc finir mon diplôme, rentrer dans le mot travailler comme monsieur, madame, tout le monde. Je voulais vraiment faire comme ça, comme tout le monde dans mon entourage. Et au fil du temps, quand je travaillais tous les jours, j'arrivais en retard et je me faisais réprimander. On me demandait de faire des heures supplémentaires alors que j'étais pas payée. J'étais pas assez expérimentée pour me défendre en plus. Donc de plus en plus, j'aimais pas du tout le monde du salariat. Je dis pas que c'est mauvais pour tout le monde, mais en tout cas de mon expérience personnelle, ça m'a laissé pas toujours de bons souvenirs. Donc avec ça, j'ai été enceinte de mon premier enfant qui s'appelle Voir. Et c'est là que je me suis dit que j'allais prendre une année pour le chouchouter, en fait, pour qu'il arrive au monde. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée quand j'étais à la maison, je bouquinais beaucoup, je me documentais beaucoup. Et c'est venu petit à petit, en fait, de m'être inspirée des parcours des autres, surtout des entrepreneurs à Madagascar, que je pouvais peut-être moi aussi un jour faire quelque chose pour moi et pour ma famille. Donc le temps passait, j'ai eu mon deuxième enfant et il avait 2 mois quand le déclic il était venu. Il y avait une opportunité avec une amie à moi qui avait vu que j'avais un joli sac en raffia et qui m'a proposé ah, il est joli ton sac, est-ce que tu aimes ça? Et j'ai dit ouais, j'aime bien les trucs artisanaux, faits main, tout ça. Et elle m'a proposé de collaborer. Ouais, tu sais, moi, je peux t'en faire si tu veux. Et ça a commencé comme ça, en fait. Je lui ai acheté des produits. Je lui ai fait faire des produits que j'imaginais. Et ça a commencé comme ça. J'ai nommé l'entreprise Voir. Et c'est comme ça que Voir a commencé en 2018. Donc, on a fait ça pendant 1 an. J'ai acheté chez elle, je faisais des bons de commande. Je ne savais rien du tout dans quoi je me lançais. Mais j'aimais ça, en fait. J'aimais créer, j'aimais imaginer des choses. Mais petit à petit, les contraintes, elles sont venues. Il y avait de plus en plus de contraintes à ne pas avoir son propre atelier, en fait, de faire sous-traiter chez quelqu'un. C'était toujours compliqué d'imposer un cahier de charge sur la qualité, sur plein de choses. Donc, c'était de plus en plus difficile. Et au moment où j'ai fait une livraison, une de mes plus grosses livraisons de l'époque, donc pour livrer en France, donc le client il était super déçu de ce que je lui livrais. C'était horrible, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et on a fait un call de 1 heure pour que je l'entende me dire que je suis
que finalement il n'était pas satisfait, que je lui mentais, que je lui ai dit que je lui ai livré quelque chose qui n'était pas qui lui satisfaisait pas en fait. Et c'est là vraiment sur le coup, ça m'a vraiment défoncé. J'ai pris une semaine pour m'en relever. Mais après, on se dit que bon, allez, finalement, on va le faire, cet atelier. On va chercher des employés à nous, on va chercher des artisans à nous, et on va faire comme on veut, en fait. Et j'ai commencé à chercher un peu partout. C'était pas évident de chercher des collaborateurs, des artisans à Tana. Il y en avait beaucoup, mais en fait, en ce moment, la tendance, c'est de travailler de chez soi. Donc, c'est un peu compliqué de les faire venir dans un espace où ils vont travailler tous ensemble et vous allez contrôler ce qu'ils font. Donc, c'était comme ça. Et j'ai pris, je ne sais pas, 4 mois pour trouver une fille. Donc, à la base, même, elle ne voulait pas travailler, mais elle voulait juste me vendre quelque chose. Et c'est moi qui lui proposais, est-ce que tu ne voudrais pas vraiment venir chez moi pour travailler ? À l'époque aussi, je n'avais pas encore de sous pour louer un local ou faire quelque chose. Donc, j'ai fait ça chez moi, dans notre salon. Et je ne sais pas pourquoi elle a accepté, parce que je lui ai vendu. Allez, on va grandir ensemble. On va vraiment travailler cette marque. Et toi et moi, avec beaucoup d'autres personnes après, je t'assure vraiment que tu vas aimer. Et en quelque sorte, elle a accepté et elle a ramené 2 copines avec elle. C'est comme ça que l'aventure a commencé. On avait enfin un atelier avec 3 femmes artisans. C'était compliqué au début avec la mise en place des protocoles, tout ça. On a galéré, on était en moins, en situation de vraiment rouge pendant 5 mois parce qu'on devait les payer alors qu'il fallait encore les former pour produire ce qu'on recherchait. Ce qu'on recherchait. Et c'est comme ça qu'on a fait pendant environ 5 mois. Au bout de 6 mois, on va dire, on a enfin ce qu'on veut, on a enfin de la qualité, on a enfin les modèles que je voulais au départ. Donc ça s'est fait petit à petit et jusqu'à aujourd'hui. Donc principalement on travaille le raffia. D'accord, tu me permets, Voilà. je pense on aura le temps d'entrer plus en profondeur tout à l'heure. étant donné que le thème aujourd'hui, c'est la résilience, et là on est en 2020, deux questions en même temps. c'est pas un secret que l'année n'a pas été facile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un entrepreneur bien autre. Et ma question pour nos panélistes aujourd'hui, si vous pourriez qualifier, disons, votre motivation, niveau de motivation d'une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous en êtes actuellement ? Business et mindset. Ça, c'est première question. Alors, deuxième question, quels étaient vos principaux défis au niveau de l'entreprise, au niveau de votre propre personne également, et quelles avaient été les mesures que vous avez prises pour se résilier face à cette situation ? Voilà, c'est flexible. Je pense qu'on va commencer par Farhana. Alors, niveau motivation, je suis à 9. À 9. Ah, c'est génial ça. Je suis à 9 sur 10 parce que je suis en train de mettre en place des projets qui vont totalement dans le cadre de ma mission de vie. D'accord. Donc, quand on est à sa juste place, quand on a pris le soin de bâtir un business qui correspond à sa lumière, à ses valeurs hautes, la motivation, elle est naturelle. Et c'est ce que j'amène mes coachés à faire dès le démarrage, c'est que les fondations, elles doivent être solides. On doit pouvoir avoir un business qui est basé sur notre lumière et savoir comment mettre cette lumière au service de notre vie, au service de notre business. Parce que quand les temps sont durs, quand c'est compliqué, quand on a des challenges, et comme disait Joanne, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment pas facile tous les jours. La vie d'un entrepreneur, c'est de gérer des merdes en fait. C'est de gérer des galères tout le temps. Et si on n'est pas à sa juste place et au bon endroit, on abandonne en fait, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on procrastine, parce qu'on reste devant la télé, on reste dans son lit et on dit on le fera demain. Et c'est que quand on est vraiment à sa juste place, quand on est aligné, centré, qu'on a la force et l'envie de quand même continuer, de quand même chercher des solutions et de quand même y aller.
Donc niveau 9 sur 10. Est-ce que en tant que femme entrepreneur, tu as pu avoir des, on va dire pas problèmes, mais des contraintes particulières? Je pense que parce que la majorité de notre audience aujourd'hui, c'est une femme, ce sont des femmes aussi. Et peut-être qu'on va avoir des modèles sur quoi que tout est possible quand on fonce, quand on est focalisé. Bien sûr que j'ai passé de gros challenges et ce serait faux de dire qu'en tant que femme, on a les mêmes problématiques que les hommes, que les préjugés sexistes n'existent pas, qu'on ne doit pas faire 2 fois plus ses preuves. C'est faux de dire ça parce qu'effectivement, c'est le cas. Mais il y a des astuces qui permettent de contourner les préjugés, de changer les faiblesses en force. Mais je voudrais répondre à ta deuxième question qui était... Rappelle-la moi, s'il te plaît. C'était niveau de motivation. Et puis, c'était quoi après? Alors, les principaux défis, enfin, les gros challenges, quoi. Les gros challenges qu'on a dû passer. Moi, en tant que femme entrepreneur, moi, mon plus gros challenge a été... Alors, j'ai deux activités principales. L'une, c'est l'usine d'export de sacs en raffia. Là, mon plus gros challenge, il était unique. C'était garder les filles. Garder les filles. Même si les commandes, elles baissent, comment je fais pour maintenir qu'elles aient toujours un job? Comment je fais pour prendre sur ma trésorerie pour avancer tout ce qui était nécessaire d'avancer, même si les commandes n'étaient pas au rendez-vous, même si à un moment donné, c'était bloqué par rapport à l'envoi des marchandises? Comment je fais pour maintenir les salaires? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité de maintenir les salaires parce qu'on maintient les niveaux de vie. Et chez moi, les femmes... ce sont elles qui ramènent les salaires pour nourrir leur famille, plus que les hommes. Donc, si elles n'ont plus ce salaire, c'est toute une famille qui n'a plus à manger, qui ne peut plus s'en sortir. Donc ça, c'était mon principal défi. Et heureusement, on a réussi. Et le deuxième truc que j'ai traversé, qui était un peu bizarre, c'est que dans mon activité de coaching, j'ai vu tout d'un coup le nombre de clientes exploser. Parce que les besoins étaient énormes, parce que toutes les femmes se sont retrouvées de plus en plus en difficulté. Et j'ai eu un changement dans le profil des personnes qui me demandaient de les accompagner, avec des profils de plus en plus hauts. Et je me suis dit, oulala, si une femme qui a un tel niveau d'éducation, un tel niveau de master, de grande école de commerce, est aujourd'hui dans la merde, qu'est-ce que c'est pour celles qui n'ont pas ce niveau d'éducation? Et j'ai eu une espèce de... j'étais contente que mon business explose parce que mon chiffre d'affaires augmentait. Mais d'un autre côté, j'étais pas bien le fait de gérer que y a de plus en plus de femmes qui vont mal et qui sont dans des situations difficiles. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai créé de nouvelles offres qui sont beaucoup plus adaptées à la situation actuelle du Covid et de la crise, de comment on fait quand on a, par exemple, un business qui marche bien, mais on doit se reconvertir. On sait que ça, de toute façon, c'est mort. Voilà, j'ai un hôtel, par exemple. Les frontières sont fermées. Je ne vais pas attendre que ça rouvre. Comment je fais pour me reconvertir? Comment je fais pour me réinventer dans mon business? Et aussi, trouver un autre business pour avoir tout de suite des revenus supplémentaires et complémentaires. Donc, j'ai passé ce truc qui était un peu bizarre, mais maintenant, c'est réglé. Et ta troisième question, s'il te plaît? Alors, disons, quels seraient les tips? Voilà, quels seraient les tips ou les conseils que toi, tu donnerais aux jeunes femmes entrepreneurs pour, on va dire, relier à cette résilience? Alors, c'est ce que je me suis permis de partager tout à l'heure. Je pense que quand on est dans la crise et qu'on est dans un secteur où c'est de toute façon foutu, il est inutile de dire « Ah, soyez résiliente, allez, courage, ça va aller, ça va le faire, motivation ». Non, c'est mort, c'est mort. C'est mort, on ne va pas attendre que ça revienne. On ne sait même pas quand est-ce que ça va revenir. On n'a pas de visibilité. Nous, on n'en a pas, et même les sachants n'en ont pas. Les leaders de ce monde n'en ont pas. Les présidents de tous les pays du monde ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Donc, moi, je dirais de faire d'abord le constat de où est-ce qu'on en est par rapport à son secteur d'activité et la crise. Et soit on trouve une solution pour se réinventer à l'intérieur de son business, c'est-à-dire on décroche des habitudes, on arrête de dire « Ah ouais, mais je faisais comme ça, c'était confortable, ça je connaissais bien, ça je savais faire. » Non, non. Si tu dois faire d'une autre manière qui est inconfortable et que tu ne maîtrises pas du tout, tu apprends et tu y vas.
Donc soit tu te réinventes à l'intérieur de ton business, soit tu prévois une reconversion professionnelle pour commencer autre chose de nouveau en te faisant accompagner de manière à tout de suite avoir des revenus complémentaires. D'accord, merci Farhana. Je pense que la session questions et réponses, on en aura tout à l'heure. Et on va les mêmes questions pour Joanne, on va dire. Niveau de motivation d'une échelle de 0 à 10 actuellement, niveau entreprise et niveau personnel également. Où est-ce que Joanne en est en ce moment? Au niveau de motivation, je suis à 9 également. Et en fait, je dirais cette motivation-là, n'a pas beaucoup bougé. J'ai pas l'impression qu'il a beaucoup bougé. D'accord. Parce que j'ai régulièrement des idées en tête. Tiens, il faudrait faire comme ci, comme ça. Tiens, j'ai envie de créer telle autre boîte, tel autre machin. Mais en fait, on se dit aussi qu'on ne peut pas tout faire. Donc, c'est plus une frustration de ne pas avoir suffisamment, on va dire, de ressources et de temps pour faire, pour créer, pour avancer, encore une fois. Donc, c'est plus dans la boîte, que c'est plus dans TechNet aujourd'hui que ben, voilà, je développe d'autres métiers, je développe d'autres produits ou d'autres services. Maintenant, par rapport au contexte, on va dire, cette année qui est plutôt particulier, je dirais, bah oui, c'est quelque chose qui nous est tous tombé dessus du jour au lendemain. Je dirais la force d'un entrepreneur, c'est aussi savoir anticiper. Anticiper aussi l'impossible, anticiper ce qu'on ne peut pas imaginer. Et après, je dirais, c'est peut-être facile à dire, pas forcément facile à faire, mais je dirais que la force que nous avons eue, en tout cas en termes d'expérience, c'est qu'on a réussi à anticiper dès le départ. Avant le confinement, avant que la date du 23 mars tombe, en fait, ça faisait déjà un mois qu'on avait travaillé sur le sujet et que j'avais monté une cellule de crise. Sur lequel on s'était dit, bon voilà, il y a un truc qui nous pend au nez là. Peut-être que ça va se calmer d'ici un mois, mais en même temps, peut-être pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'accord. Et l'anticipation, on va dire, permet d'affronter une résilience peut-être beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mode d'emploi, mais très rapidement, donc en mettant en place cette cellule de crise, moi je me suis dit, je ne peux pas être dirigeante de cette cellule. Parce que je ne peux pas à la fois gérer mon entreprise et gérer la crise. Sinon, je vais tout faire, c'est pas possible. Et là, j'ai réussi justement à prendre du recul. Et je pense aussi à un entrepreneur d'avoir beaucoup d'humilité, à se dire, mais non, je ne peux pas mettre le nez partout, les mains partout. Et j'ai nommé un directeur de cellule de crise, qui est là d'ailleurs, qui est Sijak, et qui, depuis cette période-là, a pu mener de front chaque étape, chaque problème, à être à l'écoute de l'ensemble des personnes. Et puis, du coup, moi, j'ai pu me concentrer pour tenir l'entreprise, tenir la barre tous les jours, en fonction donc des événements qui arrivaient et en fonction, on va dire, je dirais aussi du contexte, et à pouvoir prendre les meilleures décisions au bon moment. D'accord. Alors, économiquement parlant et stratégiquement parlant aussi, là on est à Madagascar et disons que 5 entreprises sur 10 a quand même pu faire face à des contraintes et des challenges, que ce soit en matière de régression de part de marché par exemple, en termes de restructuration en interne aussi, niveau du personnel et tout. Et niveau TechNet, disons que le TechNet c'est dans le secteur du digital, c'est ça, la technologie. Est-ce que le groupe TechNet a pu quand même, on va dire, a eu face à ce genre de défis, d'obstacles? Alors, juste pour rappel, ça fait 20 ans que TechNet existe. En 20 ans, on a été face à beaucoup d'événements, beaucoup de défis. Là, évidemment, on parle d'une pandémie donc, qui touche au niveau mondial, qui touche tous les pays, où à un moment donné, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui appuyait sur un bouton et tout s'est arrêté. Évidemment, c'est la première fois, je dirais, que ça se passe dans notre époque. Mais en 20 ans, je dirais, en démarrant la société en pleine crise,
2001, 2002. 2004, donc d'évaluation. 2009, 2010, grosse crise également. Donc, je veux dire, fort de tout ça, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas tenu. Moi, j'ai connu des entreprises il y a 20 ans que je ne vois plus aujourd'hui, il y a 10 ans que je ne vois plus aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas dans la zone de confort qu'on progresse. Justement, on a été malmenés. Nous, entrepreneurs, on est malmenés tous les jours. On est malmenés par ses clients, on est malmenés par ses partenaires, on est malmenés, on va dire, par ses banquiers, on est malmenés aussi par ses employés. Hein, ils ne sont pas tous gentils, hein. Faut pas croire. On est malmenés par ses fournisseurs, donc en fait, en face de nous, on est tout le temps malmenés. Donc on est tous les jours dans une zone d'inconfort qui nous tend à progresser et on n'a pas le choix, on est obligé de progresser. Je veux dire, ton histoire tout à l'heure où tu as été malmené par ton premier client, moi je te dis bravo, parce que tu n'as pas lâché, quoi. À un moment donné, tu as dû te dire, bon bah ok, je sais ce qui ne va pas, j'ai retenu et je sais pourquoi ça n'allait pas, donc tu vas te progresser à travers tes erreurs. Et tous les jours, on le fait ça. Donc oui, cette année, ça a été très difficile, mais le fait d'avoir pris de la distance par rapport à la gestion de la crise et d'avoir mené de front on va dire, la gestion de l'entreprise a permis de prendre du recul et a permis aussi à laisser le directeur, on va dire, de la cellule de crise à être très à l'écoute de l'ensemble du personnel, de leurs inquiétudes, de leurs peurs, parce que certains, ils appelaient le matin en larmes en disant « je suis sûre que j'ai le Covid, qu'est-ce que je fais ?» Enfin, qui étaient complètement désemparés. Donc voilà. Et puis évidemment aussi par rapport aux partenaires, là où c'est important, c'est que la communication, elle est là. Il faut communiquer. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait partie des basiques de l'entrepreneur. Il faut communiquer. Il faut être transparent. Anticipation, réactivité, communication, transparence, je pense que les maîtres mots que Joanne, qu'on va retenir sur l'intervention de Joanne. Et maintenant, je vais m'adresser plutôt à Minou, qui, on va dire, la plus jeune au niveau personne et puis au niveau de l'entreprise aussi, voire maintenant 2 ans. Je pense que tu as quand même déjà pu avancer tout à l'heure les défis, comment tu as fait face à l'interne ou bien en tant que personne aussi. Mais si tu pouvais juste nous dire, on va dire, pour les jeunes entrepreneurs ou plutôt les start-upers, parce que c'est pas forcément les mêmes stratégies aussi, quoi. Genre une grosse boîte corporate et puis il y a une start-up. Quels seraient les, on va dire, les conseils pratiques que toi tu pourrais donner à l'audience? Bah, en fait, pour moi, ce serait même si on est petit, c'est de ne pas penser petit, en fait. Et je pense qu'en 2 ans, c'est ce qui nous a permis d'avancer, d'être là où nous sommes. Je ne dis pas qu'on est déjà les plus forts dans le game, mais quand même, on a pu se faire un petit nom. Et c'est comme ça qu'on a pu... Donc, même si vous avez, comme moi, 10 employés avec un tout petit local, projetez-vous et visez au long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, moi je veux être comment, je veux être où, avec qui. Et c'est cette vision-là en fait qui va nous permettre d'avancer et d'être là. Par exemple, moi je ne suis pas du tout encore là où je veux être. Il y a encore plein de projets que je voudrais accomplir, pendant cette année-là, j'ai 1 semaine pour encore terminer un projet. Mais vraiment, c'est de bien définir votre vision, de penser le plus grand possible que vous pouvez et de travailler en fait, de travailler comme une dingue pour y arriver. Et s'il y a des difficultés, bah, elles sont là pour être affrontées et tous les chemins mènent à Rome. Même si vous avez échoué quelque part, vous pouvez dévier un peu et trouver votre voie. Donc s'adapter, rester humble quand même. C'est pas en fait de se la péter que moi je suis déjà comme ça, mais en fait de toujours
se motiver. Donc voilà. Ok, merci Farhana, merci John et merci Miss. Je pense que là, on va ouvrir la session questions-réponses. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment pour voilà, vous exprimer quelles sont vos, entre guillemets, frustrations. Parce qu'on est là aussi pour ça, il faut se le dire. Hein, et on a quand même les bonnes personnes ici pour voilà, qui s'adresser. Donc si la session est ouverte, si on a des questions. Voilà. Alors, soyez pas timide, hein, on est ici. Alors, Qui veut partager son obstacle? son obstacle, voilà. En fait, j'ai vraiment peur de déléguer mon travail à d'autres personnes. Parce que là, j'ai ma savonnerie. Je fais les savons moi-même. Je les emballe moi-même. Je fais ma promotion moi-même. Tout ça, auparavant, j'ai déjà engagé quelques personnes pour, par exemple, le community manager. Mais je ne suis vraiment pas satisfaite. Je n'étais pas du tout satisfaite de leur travail. Et après aussi, j'ai dû engager quelqu'un pour une conseillère clientèle. Mais là aussi, c'était une catastrophe. Elle disait n'importe quoi aux clientes et tout ça. Et puis, ça m'a mis hors de moi. Alors maintenant, je n'ai plus confiance en personne. Je fais tout moi-même. J'ai vraiment peur de déléguer mon travail. Délégation, Des d'accord. qualités et tout ça. Quel est votre prénom? Malade. Peut-être qui pourrait répondre à cette requête, on va dire, une peur de délégation, peur de manque de confiance aux autres, disons peut-être aussi. Moi, je dirais qu'en fait, ça, c'est vraiment le piège du chef d'entreprise qui réussit. C'est qu'en fait, on a envie toujours de faire tout soi-même parce qu'on est persuadé que ça ne sera jamais mieux fait que quand on le fait nous. Mais il faut pouvoir accepter le fait que quand on délègue, ça puisse être moins bien fait, mais en tout cas fait quand même. Parce qu'à un certain stade de l'avancée, il faut pouvoir mesurer combien coûte son temps. Combien ça coûte en tant que chef d'entreprise d'aller emballer soi-même ses savons. Et je comprends tout à fait j'ai déjà essayé de déléguer, mais ils font n'importe quoi, à la fin j'ai envie de les tuer, donc comme je n'ai pas envie d'aller en prison, je préfère faire moi-même. Je l'ai vécu plusieurs fois. Mais ce n'est pas une solution, parce qu'à terme, on arrive à ceux dont on discutait tout à l'heure. J'ai pas assez de temps, je cours tout le temps, je ne sais pas comment gérer entre ma vie pro et ma vie perso. Et en fait, c'est souvent pas une question de personne, c'est une question de process. C'est pas une question, et c'est rigolo que ce soit moi qui le dise, parce que j'ai tellement tapé sur les gens en disant non mais n'importe quoi, mais je t'ai dit que c'était pas comme ça, et qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est pas une question de personne en fait, c'est une question de process, c'est une question de système à mettre en place dans sa société pour avoir une délégation qui est extrêmement efficace, extrêmement pointue. Il y a une manière de déléguer, il y a des stratégies à apprendre qui permettent des process, des procédures précises qui font que la personne ne peut pas se planter. Un système de management aussi, de scorecard, de tableau des scores, de suivi à mettre en place au sein de son entreprise pour pouvoir se libérer du temps. Et c'est comme ça qu'on fait quand on est à un certain stade pour pouvoir gagner 2 fois plus et travailler 2 fois moins. Parce que si on n'a pas une équipe compétente autour de soi, ben évidemment, ce n'est pas possible. Mais l'équipe compétente, ce n'est pas juste « ok, je recrute des gens compétents ». Il y a tout un système d'onboarding, de A-players, comment je les trouve, comment je les recrute, comment je partage ma vision et la culture de mon entreprise, comment je fais en sorte qu'ils soient impliqués comme moi je le suis en tant que chef d'entreprise, comment je fais pour les tenir accountable, comment je les gère au quotidien, comment je les gère mensuellement, de manière à ce que tout soit fait par les autres et que moi je puisse aller kiffer à la plage tout en gagnant de l'argent. C'est ça. Je pense que c'est effectivement important. Niveau management aussi, c'est un skill, c'est une compétence ça se construit également. Si on a d'autres questions par ici.
Oui, madame. Moi, c'est As. Bonjour. En fait, je me reconnais un peu à travers l'histoire de Farana tout à l'heure parce que j'ai entrepris il y a déjà quelques années. Donc, j'ai aussi fait face à une grosse faillite. Hein, et je reviens de loin. Et en 2018, j'ai décidé de... non, d'abord, après ça, j'ai décidé de retourner dans le salariat pour pouvoir me poser un peu, pour pouvoir trouver un peu où est-ce que je voudrais aller pour l'avenir. Donc, en 2018, j'ai décidé de recréer une entreprise d'externalisation. Et au début de 2020, j'ai décidé en fait de diversifier mes services. J'ai recruté pas mal de jeunes femmes. Et paf, en mars, on était dans la pandémie. Donc oui, actuellement, niveau motivation, je suis un peu niveau 6, si on peut dire. C'est déjà ça, hein. Ah oui. Parce que j'ai envie de reprendre ce projet. J'ai dû remettre mes employés au chômage partiel et on n'a pas encore tout à fait repris donc, le projet. J'hésite un peu en fait. Je sais pas, je dois y aller, je dois pas y aller. Si en 2021 ce sera encore pareil. En fait, c'est ça. C'est trouver cette force-là en fait. Je sais pas comment vous faites, mais moi, depuis quelques temps, je cogite un peu. Je veux faire, je vais pas faire. J'hésite parce qu'il y a des charges. Après, il faut payer les employés, il y a tout ça. Et voilà. Et voilà, c'est cette résilience-là que la force de refaire encore les mêmes choses. Quelle est votre question? Oui, quelle serait en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment prendre en main ces choses-là en fait. Si on a vraiment envie de le faire, oui, on a vraiment envie, mais on pose un peu le pour, le contre. Et est-ce qu'on doit se lancer comme ça Et c'est vrai que demain, on ne sait pas ce que demain sera fait. Hein. Si on décide de se lancer, on prend tout simplement les rênes et on se dit on fait. Il y a peut-être un... Il y a peut-être un point, j'écoute, hein. Il y a peut-être un point sur lequel, quand on est entrepreneur, il ne faut jamais aller dans la facilité par rapport à la cause d'un échec. Dire « Ah, c'est à cause de la pandémie ». Ben non, en fait, il ne faut pas dire ça. C'est pour ça que j'ai parlé d'anticipation tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai parlé dans l'anticipation. En fait, il y a toute une méthode à mettre en place. Farhana a fait appel tout à l'heure à rappeler le système de management. Ça en fait partie. Quand on parle aussi de déléguer, ça fait partie des choses à faire. C'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, on ne sait pas tout faire. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de personnes qui sont experts dans les métiers, dans les basiques de leur métier. Donc ça peut être la tisseuse, ça peut être celle qui va empaqueter les savons. Sinon, si c'est vous qui faites les savons, ça va être trop cher les savons après la fin de la journée. Voilà. Donc, je dirais peut-être en parlant comme ça, c'est peut-être facile, il n'y a pas de clé en soi. Mais je dirais qu'il ne faut pas lâcher, mais il faut surtout essayer de prendre du recul, voir les choses en perspective. C'est-à-dire, voilà mon entreprise, mince, je me suis cassé la gueule parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Mais en regardant les choses peut-être mieux en perspective, c'est où est-ce que j'ai péché, qu'est-ce que je n'ai pas prévu pour éviter cette situation. C'est pour ça que quand je parle de crise, en fait, c'est pas qu'une pandémie, ça peut être une crise politique, ça peut être aussi, on ne sait pas, votre entreprise qui crame. Ça peut être un incendie, ça peut être des voleurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous mettez en place pour anticiper au mieux, pour qu'au moment où vous devez affronter quelque chose de difficile, eh ben, voilà, ça se passe mieux. J'ai aussi vécu une faillite, mais pas chez TechNet. J'ai dû récupérer une boîte en 2013 qui œuvrait dans les routes. Alors, comment vous dire? Une nana qui va dans les routes, qui va faire le truc qui ne m'intéressait mais pas du tout. Je n'y connaissais rien, mais j'étais dans l'obligation de récupérer cette boîte. Je n'avais pas le choix. Il y a eu des décisions que j'avais prises en étant jeune,
Une très mauvaise décision parce que très mal conseillée, qui fait que je devais assumer. Donc là, j'étais face à moi-même, on va dire, à activer tous les canaux de résilience possibles pour pouvoir affronter. Bon, c'était une boîte qui était en pleine faillite, qu'il fallait absolument redresser. Et la seule force que j'avais en face, c'est que les banquiers me faisaient confiance. C'est tout. Et le reste, non. Donc, c'est-à-dire, il fallait se lever tous les matins, parler de goudron, dire que mon goudron était exceptionnel, il fallait y croire, un truc pas du tout sexy. Et puis, voilà, un petit marché par-ci, un petit marché par-là. On dit, waouh, c'est génial, ça marche. Le travail est fait. Et puis, remonter une usine qui partait en cacahuète. Et puis, avec quelques collaborateurs, on a réussi à réouvrir l'usine, à reproduire, on va dire, du goudron. Ce goudron exceptionnel. Bon, jusqu'à maintenant, voilà, pour moi, j'ai appris des choses. Mais je ne dis pas que c'était les meilleurs moments de ma vie d'entrepreneur. Voilà. Pour répondre aussi à ton interrogation de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je lance, est-ce que je lance pas, ce que dit Joanne est très juste sur le fait que quand on n'est pas dans sa lumière, ce que moi j'appelle sa lumière, c'est, si vous connaissez cet outil en développement personnel qui s'appelle Ikigai, quand on n'est pas dans son Ikigai, c'est pas la peine d'y aller. Donc ça peut être la première question à laquelle vous pouvez répondre pour se dire j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que ce projet-là, mis à part le fait qu'il y ait Covid, pas Covid, est-ce que vous êtes dans votre lumière, dans votre Ikigai, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à vos valeurs hautes, à ce qui vous excite le matin, à ce qui vous donne de la motivation? Est-ce que c'est un truc que vous adorez faire? Ça sera beaucoup plus facile. Alors bien sûr, il y a une méthode pour répondre à toutes ces questions, parce qu'on a tendance à répondre facilement et les vraies réponses ne sont pas forcément là. Donc il y a tout un travail d'introspection à faire pour répondre à la question est-ce que je suis dans ma lumière ou pas? Mais une fois que ce travail est fait, c'est déjà une bonne base pour dire j'y vais ou j'y vais pas. Et ensuite, par rapport à la crise, est-ce que ça va revenir? On n'a pas de visibilité. Je pense qu'il ne faut pas prendre la décision en fonction de ça, parce qu'effectivement, on n'a aucune visibilité. Et de pouvoir vraiment se baser sur quelque chose que vous pourrez développer, quelles que soient les situations, en utilisant les nouvelles méthodes du digital et ne pas construire un business qui est basé sur l'ancien modèle. Parce que là, il y a trop de risques et trop de manque de visibilité. Et quand on se relance, du coup, on met de l'investissement en temps, en énergie, en argent, et c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire si on n'est pas sûr que ça puisse rouler tout seul grâce à la force du digital, qui ne craint pas le Covid. Peut-être que vous pouvez aussi, Farhana, aborder un peu le sujet de l'importance de la vision. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi. Parce que quand on ne sait pas où on va, en fait, on lâche prise, on jette l'éponge facilement. Et... C'est marrant parce qu'il y a un module dans la formation qui parle de la clarté, des objectifs, de la vision, de la mission de vie, de ce qu'on veut, de notre vie idéale. Et à chaque fois, c'est zappé en disant ça va, mes objectifs, je les connais, je sais. c'est ça. Mais sincèrement, laquelle d'entre vous a des objectifs extrêmement clairs sur ce que vous voulez obtenir dans chacun des domaines de votre vie? Qualitativement, quantitativement. Voilà, quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voudriez qu'il se passe pour que votre vie soit idéale dans chacun des domaines de vie? Et on a parlé tout à l'heure d'objectifs, de chiffre d'affaires, de vision chiffrée. Qui d'entre vous sait exactement quelles sont vos prévisions à 90 days, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans et au-delà de vous? Qui a fait cet exercice? Je veux tant, et comment je fais pour l'obtenir, et comment je mets ma feuille de route en place pour obtenir ce temps? 10 000 euros, 100 000 euros, enfin je parle en euros mais en arrière. Fait? C'est fait? Cool. Une bonne élève. Non mais il faut que ça soit bien précis, parce qu'en fait c'est comme quand vous montez dans un taxi et que le taxi vous demande où vous voulez aller et vous dites comme vous voulez, je sais pas, à peu près Marseille ou Aix-en-Provence, enfin je parle toujours
Fianna en dessous, ou Tuléar, ou je sais pas, allez où vous voulez. C'est un peu des directions différentes, quoi. Il faut savoir où on veut aller. Si on dit pas au taxi, on veut aller là, il t'emmène pas là, en fait. Il fait des virages, il fait des détours, et vous pouvez passer 15 ans comme ça. Ouais. Pour avoir le chemin le plus simple et le plus direct pour aller quelque part, il faut savoir où on veut aller. Ouais. Alors, moi, je suis peut-être pas la bonne école, hein. Parce que, comme je vous dis, moi, mon école, c'est mon entreprise. Il y a 20 ans, je n'ai pas du tout imaginé où est-ce que je serais aujourd'hui. Mais à 10 000 lieues, quoi. Ouais, montagne russe. Il y a encore dans 10 ans, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que... Non, mais tout ce que je sais, c'est que je sais que j'ai avancé. J'ai avancé, on a progressé. Et peut-être c'est sur l'aspect, je dirais peut-être qualitatif, qui va nous permettre aussi d'asseoir le long terme. Et après, qu'est-ce que ça va rapporter? Ça vient tout seul. Vous avez la qualité, vous avez la confiance, vous avez, encore une fois, toujours dans le même principe du système de management. Après, ça va tout seul. Ouais. Après, bon, il y a toujours des gens qui vont vous donner des conseils ou autres, certes, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'un chef d'entreprise est une personne qui est extrêmement solitaire, finalement. Il peut avoir entouré de collaborateurs, de conseillers, de ceci, cela, mais la décision, c'est vous qui la prenez, c'est pas les autres. Et est-ce que vous avez pris les bonnes décisions à l'instant T ou à T+1? Il n'y a que vous qui saurez après. Donc, quelque part, c'est vrai que, voilà, au départ, on vous dit, oui, il faut faire un business plan. Oui, j'ai fait un business plan. Après, un jour, effectivement, j'ai rencontré quand même un banquier qui me dit, ah bah, c'est super ton projet, allez, je te finance. Et puis, en même temps, il faut aussi avoir du cran. Quand j'ai demandé un financement, j'ai demandé le double de ce dont j'avais besoin, en me disant, de toute façon, il va me donner la moitié, sauf qu'il m'a donné le double. Et là, je dis, waouh, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis finalement, bon, voilà, on va faire avec. Donc après, effectivement, quand on est dans son entreprise au quotidien, oui, les objectifs, c'est important, parce qu'il faut sensibiliser, il faut, comment dire ça, il faut d'une certaine manière aussi, j'aime pas trop le mot, mais éduquer les collaborateurs avec lesquels on travaille, parce qu'ils viennent de partout, ils viennent des écoles, ils viennent de partout, ils viennent du monde tout simplement, et il faut essayer de les mettre au même niveau, au même diapason, pour qu'on aille dans la même direction. Et ça, c'est pas facile, ça c'est un travail au quotidien. D'accord. J'ai des questions? Oui, vas-y Adrienne. Moi, je suis Adrienne, je vais me présenter, je suis la cofondatrice de Air Communication spécialisée en traduction et interprétation. J'ai deux questions. En fait, j'ai déjà eu deux faillites. Une avec Air Communication que j'ai pu quand même redresser, mais une avec une autre entreprise que je n'ai pas pu redresser jusqu'à ce moment. Donc ma première question, c'est que oui, je voudrais bien croire que avec la motivation, lorsque on est dans notre juste place, la motivation est naturelle quand on s'y retrouve. Mais il y a des moments vraiment où on remet tout en question, même on se remet en question, on se demande si on est à la hauteur, on se demande si ça vaut la peine de continuer, même on remet tout, mais vraiment tout en question. Donc qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Et la deuxième question, c'est lorsque vous arrivez à vous remettre sur pied après avoir ramassé les pots cassés, après tout ce qui s'est passé, comment est-ce que vous retrouvez la motivation de se lancer dans une autre aventure? Parce que moi, avec toutes les séries d'échecs que j'ai effectuées, des fois je me suis dit, je pense que je suis faite que pour la traduction et que l'interprétation, je ne devrais plus faire d'autres choses. Alors que je ne voudrais pas stagner là où je suis, mais je voudrais quand même tenter de faire d'autres choses, mais également j'ai peur. Voilà. C'est une serial entrepreneur. Effectivement, je sais pas si 8000 si. Ça m'arrive tout le temps d'être fatiguée, d'en embarrasser un peu,
Parce que des fois, être entrepreneur, par exemple, en une semaine, vous pouvez affronter vraiment plein de choses très intenses. Donc aujourd'hui, c'est une épreuve, demain, c'est une autre épreuve, et ainsi de suite. Et ça peut vraiment vous plomber le moral. Et je sais pas, mais je m'endors la nuit, je me dis, je garde en tête mes objectifs en fait. Et c'est peut-être grâce à ça que j'arrive à me lever le matin d'après pour aller faire autre chose. Et c'est aussi de bien s'entourer. Parce que par exemple, vous êtes bien entouré, vous avez, je sais pas, 4 collaborateurs, je sais pas combien. Et même si vous êtes pas motivé du tout, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire « Allez, lève-toi, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela ». Donc avec les collaborateurs, il faut quand même avoir, comme Joanne a dit, une vision. Il faut qu'il y ait la même vision que vous. Et quand vous êtes au plus bas, quelqu'un il peut vous remonter, allez, ménage-toi un peu pour te motiver en fait. Donc c'est un peu comme ça. Et la deuxième question, c'était quoi? C'est lorsqu'on arrive à se mettre sur pied, enfin. Comment parvenir à se lancer dans un autre projet, dans une autre aventure, sans avoir... Par exemple, pour moi, au mois de mars, la pandémie, elle était arrivée. Et avec mon mari, on a quand même eu la folle idée de créer une autre entreprise. Donc une entreprise dans l'agroalimentaire. Et on avait déjà pas assez de sous pour l'entreprise A, et que là, on allait investir beaucoup d'argent. C'était encore plus d'investissement que pour l'entreprise A et l'entreprise B. Donc, c'était peut-être cette passion, cette fougue, c'est l'excitation en fait de créer quelque chose et de se dire que je suis sûre que dans 5 ans, les deux vont très bien se développer. Et même s'il y aura des échecs, des obstacles, tout ça, ça va aller. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en nous qui nous dit que ça va toujours aller. Il y a un mois, je me suis retrouvée vraiment dans un petit pétrin. Et vraiment, sur le coup, je ne savais pas comment j'allais faire. C'était tout nouveau pour moi. Je n'avais pas l'expérience. C'était d'ailleurs à cause de mon inexpérience que je me suis retrouvée dans ce pétrin. Mais bizarrement, une semaine après, j'en rigolais que il y a une semaine, on était dans ce genre de galère. Donc vraiment, c'est de ne pas penser au moment présent que je suis dans la M, mais vraiment de relativiser que j'en rigolerai dans 1 an, dans 2 ans. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à survivre chaque jour, parce que chaque jour c'est difficile, c'est de plus en plus difficile. Donc voilà. Oui, vas-y. Bonjour, je m'appelle Karine. Alors moi, c'est plutôt par rapport au stress. Ma question c'est, est-ce que vous avez des tips concrets, peut-être 2 ou 3, sur comment gérer la vie personnelle, la vie professionnelle, puisque moi je suis en phase de démarrage et je dors pas assez, je commence à perdre du poids, je stresse déjà trop alors que j'ai même pas encore... Fini, hein. J'ai même pas encore... Je me suis même pas encore envolée, je suis en train de préparer mon envol. Et donc j'aimerais bien avoir des tips concrets, même 1 ou 2 seulement si vous en avez. Le sommeil. Le sommeil. Moi, j'ai 3 enfants. Bon, ils sont grands maintenant. Mais en fait, je me suis fixé une règle. C'est qu'à 19h, je ferme boutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je rentre à la maison, j'emmène pas du travail. Alors, il y en a qui sont incapables de faire ça. Je comprends. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais je ne vous dis pas forcément, faites comme moi. Hein. Moi, je vous dis juste ce que moi, je fais. Je ferme boutique à 19h. Et donc, les mails, les machins. Après, je peux avoir des SMS ou un appel téléphonique. Il n'y a pas de souci. Mais à 19h, voilà, je suis à la maison. C'est très rare. Bon, en ce moment, pas trop. Hein, mais c'est très rare que j'aille au-delà. Parce que c'est un principe, c'est que voilà, déjà on est dans son entreprise toute la journée. Les seuls moments où on voit nos enfants, c'est tôt le matin et encore, et c'est plutôt le soir avant qu'ils dorment. Donc pour moi, c'est important de les voir avant qu'ils dorment. Voilà. Effectivement, quand on est jeune, on a un peu l'énergie un peu partout, on a 36 000 projets à gérer. Et souvent, quand il n'y a pas l'autodiscipline et l'organisation,
on peut aller en burn-out, comme Farhana l'a dit tout à l'heure. Et l'importance de l'organisation, effectivement, du discipline aussi, voilà. Focus, c'est ça, c'est ça. Et de déléguer. J'ai une question pour Joanne. Phare, j'ai une entreprise d'événementiel et en même temps je suis cadre dans une société privée. Et je suis en train de créer un autre projet, démarrer un autre projet actuellement. Au fait, quand vous avez dit là tout à l'heure, une discipline de tout terminer, de fermer la boutique à 19h, est-ce que ça a été le même cas au démarrage également, où il y a eu un moment où on passe une nuit blanche? Non, pas de nuit blanche. Pas nuit blanche, Non. mais 23 heures. Ouais, alors moi c'était particulier, je dirais, parce qu'au tout départ, j'habitais au-dessus de la boutique. Donc avant 19h, en fait je pouvais monter et descendre quand je voulais. Déjà, donc quand les gamins étaient petits. Et puis avant 19h, en fait, je montais et puis jusqu'à ce qu'ils aient se coucher. Et après, je redescendais. Pourquoi? Parce que parfois, je tenais la caisse jusqu'à 10h du soir. Donc en fait, je n'étais plus chef d'entreprise, mais je m'occupais de mon... Enfin, j'étais, entre guillemets, un personnel de l'entreprise. Donc parfois, il y a des gens qui venaient à la boutique, puisqu'on fermait tous les jours à 22h. Donc parfois, on n'avait pas forcément les collaborateurs qui étaient calés au niveau des plannings. Donc c'est moi qui étais à la caisse, quoi. Donc les clients qui venaient, qui râlaient, ils ne savaient pas que j'étais la boss, en fait. Voilà. Donc, et ça, c'est bien aussi parce qu'on se met, on va dire, en front office vis-à-vis des clients. Donc, mais c'est surtout après, quand la société s'est développée, où je me suis dit, bon, allez, ça suffit d'être à la caisse tous les soirs, faut remonter maintenant et faire autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, la cause de stress, c'est quoi? On ressent du stress, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le stress, il est généré par quoi? C'est quoi qui te stresse? La peur d'échouer? Ouais, plein. Et après, j'ai beaucoup d'idées que j'aimerais accomplir aussi. Établir des objectifs, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas assez ambitieux? Trouver les bonnes personnes pour collaborer. Alors, est-ce que mon produit est assez bien? Est-ce que les gens vont aimer le produit? Plein de petites choses. Par rapport à la peur d'échouer, ça va beaucoup avec la peur du jugement des autres. Ça, il faut pouvoir travailler sur ça. C'est super important parce que la peur du jugement des autres, ça va souvent vous bloquer et vous empêcher de briller. Et vous n'allez pas vous donner l'autorisation de briller, donc de briller vous et de faire briller vos produits et ce que vous vendez, par peur d'y aller, de ne pas avoir l'audace et de se sentir jugé. Qu'est-ce que vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Et puis ils vont dire que je me la pète, et puis ils vont dire que je ne suis pas humble, et puis, etc. Donc le travail sur la peur d'échouer et du jugement des autres, il est important à faire. Ça enlève le stress et ça permet aussi, quand on avance, de ne pas être attaché uniquement au résultat, mais de prendre plaisir sur le chemin. Parce que si on est entrepreneur, le but, c'est de ne pas quand même souffrir de cette situation d'entrepreneur et de vouloir à tout prix être là, ouais, je veux absolument ça, je veux absolument ça. Il faut pouvoir kiffer sur le chemin et prendre du plaisir. Parce que sinon, alors en gérant les difficultés, hein, je ne dis pas que c'est le parc d'attractions, mais tout en gérant les soucis qu'on va rencontrer, les challenges, et prendre ça comme un jeu, pouvoir apprécier le chemin. Et c'est ça aussi qui va baisser la pression et baisser le stress. Et puis après, il y a des tips qu'on répète tout le temps et qui ne sont pas pris au sérieux parce que tellement simples, mais ça marche vraiment de faire de la respiration, de la cohérence cardiaque, prendre le temps de s'arrêter quelques minutes par jour. Et je sais que ce n'est pas pris au sérieux parce que, ouais, elle nous a juste dit de respirer, mais si on le fait avec vraiment la cohérence cardiaque sur 5 minutes et suivre la boule qui monte et qui descend, ben vraiment, ça permet de faire baisser le stress qui monte dans la journée. Et c'est oxygéner son cerveau. Exactement. Important.
Et C'est après, hydraté, oxygéné. ce que dit Mine ou ce que dit Joanne, ce qu'on répète aussi souvent, c'est qu'en tant que femme entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, la décision finale, elle revient à nous. C'est à nous de décider. C'est nous qui sommes le capitaine du bateau. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'effectivement, on se pose ces dizaines de questions et on ne sait pas vraiment quoi faire. Est-ce que mon positionnement est OK? Est-ce que je suis trop ambitieuse? Et là, c'est très important de s'entourer pour ne pas être seul parce qu'on est toujours seul face à toutes ces décisions. Et entourez-vous de personnes. Vous disiez aussi, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, oui, mais on n'a pas toujours des personnes dans notre entourage qui sont dans l'entrepreneuriat. Nos familles, nos conjoints ne sont pas forcément entrepreneurs. Donc, ils ne comprennent pas forcément qu'est-ce qu'on se pose comme question et quels sont les enjeux des réponses. Entourez-vous de personnes qui ont la même vision que vous, des personnes qui ont la même ambition que vous, des personnes pour qui la réussite est une priorité et pas seulement une option. Des personnes pour qui c'est la norme et ça deviendra votre norme également. C'est très important de rejoindre des réseaux d'influence, des réseaux féminins, de personnes qui ont la même mentalité, qui sont dans la bienveillance, avec qui vous allez pouvoir partager, échanger, discuter et travailler en mastermind. Tout à fait. C'est d'autres questions par ici. Oui, En fait, Sifane, je suis absolument pas entrepreneur, donc je suis salariée d'entreprise. J'étais curieuse d'entendre un petit peu comment vous faites le lien entre entrepreneuriat et résilience, et je me rends compte en vous écoutant, j'en déduis que la résilience, ça se construit et ça se développe avec le temps par rapport au vécu professionnel. Maintenant, je suis persuadée que les jeunes qui rentrent dans l'entrepreneuriat, il y a une chose qu'il faudrait peut-être saisir, c'est que les obstacles, les problèmes, ceux à quoi on est confronté, après c'est une question de perception. Pourquoi je dis ça? Je me dis, si je suis confrontée à un obstacle ou à un problème, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais de cet obstacle ou de ce problème une opportunité pour rebondir et essayer autre chose, ou une opportunité pour me dire, ça y est, j'ai trouvé l'étude structurée, je laisse tomber, c'est pas la peine. Et je pense que dans un premier temps, quand on commence, il faut se garder ce réflexe-là en se disant, chaque chose qui passe, j'en fais une opportunité pour essayer autre chose, pour ouvrir d'autres champs en me disant, je vais demander conseil à machin, je vais aller solliciter un tel ou ce genre de choses. Mais toutefois, il faut avoir de l'audace. Je pense qu'en vous écoutant, vous êtes passé par quoi pour arriver là où vous êtes? C'est aussi beaucoup d'audace et que vous avez puisé à l'intérieur de vous et qui ne vient pas d'ailleurs et qui ne tombe pas du ciel. Et je trouve que c'est admirable, c'est à copier en fait, c'est à inspirer pour continuer ou se lancer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, la résilience se construit effectivement, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. Oui, alors moi je m'appelle Marie-Claude Pardon, j'ai en fait plusieurs activités. J'ai habité un peu en Afrique du Sud, à La Réunion et maintenant à Madagascar. J'ai un peu la bougeotte. En partant en brousse, je voyais que beaucoup de personnes dormaient encore sur des matelas en paille. Et m'a pris l'idée de faire une usine de matelas en mousse. On appelle ici éponge. Évidemment, je suis passée par des cabinets avec plus d'expérience, etc. Que ce soit à La Réunion, que ce soit ici, que ce soit en Chine. Donc, j'ai, après avoir tout étudié, tout était nickel chrome, on a ouvert l'usine. Les ingénieurs se sont d'abord trompés, question de température, parce qu'il faut savoir qu'une usine de matelas, il y a des critères, ça se joue au gramme. Alors le premier problème, c'est question de température. Ça a ramé dans 6 mois, 1 an. 1 an après, on a commandé des produits, après les premiers échantillons, et il y a un produit, 2 plus exactement, qui sont des explosifs. Il faut les commander par conteneur. Et pour les avoir, il faut attendre 2 ou 3 mois. Personne dans notre étude de marché n'a pris cela en compte. Donc, en 2 ou 3 mois, il fallait de la trésorerie pour les produits, il fallait de la trésorerie pour la machinerie, il fallait payer les employés,
il fallait faire tourner l'usine. Une fois qu'elle a tourné un peu, il fallait attendre 3 mois les produits qui arrivent, donc doubler la trésorerie. Personne ne nous a dit que l'histoire du conteneur en mer était très importante. On est presque arrivé à la fin du temps. Arrive le corona. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Alors, Pris la parole. La question est grave. Hein? Alors, Ben oui. là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir vous répondre une solution magique de ce que vous devez faire pour vous en sortir. Toutefois, il y a une chose que je vais dire et que vous n'allez pas aimer. Je ne suis pas la seule visible. Vous n'allez pas aimer. Mais la première question à se poser, parce que là, vous avez expliqué que vous avez pris des experts et que ces experts que vous avez payés ne vous ont pas donné toutes les informations nécessaires à la prise de décision pertinente. La première question à se poser quand on est dans ce genre de situation, c'est quelle est ma responsabilité dans l'histoire ? C'est ma société, d'abord, c'est mon investissement. Quelle est ma responsabilité? Ça veut dire qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui de différent si la situation se présentait? Qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que par rapport à cette situation qui est un échec, effectivement ça a merdé parce que ces personnes ne m'ont pas donné l'information, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise plus de la même manière? Parce que quoi qu'on dise, quelles que soient vos situations, et là encore vous n'allez pas du tout aimer ce que je raconte, je vous préviens à l'avance, quoi qu'on vive, quelles que soient les situations liées aux facteurs extérieurs, même si c'est lié au temps, on a une responsabilité. J'ai mis 10 ans à le comprendre, après la faillite à Dubaï en 2008, là quand j'ai perdu les millions d'euros et qu'on m'a dit c'est ta faute et tu as une part de responsabilité dans l'histoire, j'ai dit j'en ai rien à foutre, vous dites n'importe quoi, c'est la conjoncture économique et moi je ne pouvais pas maîtriser les Lehman Brothers, donc c'est pas de ma faute. La vérité c'est que j'avais une part de responsabilité. Et je suis dans la même situation quand, à l'époque, je prends des fiscalistes que je paye très cher, des avocats que je paye très cher, et je me dis, moi, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas avocate, je ne connais pas les textes. Donc, je paye des gens compétents pour le faire. C'est à eux de me donner l'information. Comme c'était à ces personnes de vous donner l'information en tant qu'expert qu'il fallait ceci ou cela pour que ça fonctionne. Mais votre responsabilité en tant que chef d'entreprise, c'est de déléguer ce que vous maîtrisez. Alors, ça prend du temps, parce qu'on n'est pas fiscaliste, mais on ne peut pas déléguer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Déléguer ne veut pas dire se débarrasser. Un processus de délégation pertinent qui fait que ça marche, c'est qu'on maîtrise d'abord ce qu'on délègue. On apprend d'abord ce qu'on délègue, ensuite on délègue et ensuite ils font et on vérifie par des métriques et des KPI que tout est vérifié, que tout est comme il faut. Mais s'il y avait eu... Alors, quelle est la part de responsabilité dans l'histoire? La part de responsabilité, c'est que créer une entreprise, même en passant par des experts, laisse toujours à désirer parce qu'il n'y avait pas encore la pratique. Or, la pratique avait été faite pendant 6 mois, 1 an, parce que c'est quand même lourd à gérer, avec des intervenants étrangers, etc. Et après 6 mois, 1 an, personne n'a tenu compte de ces 2 ou 3 mois de temps mort de bateau sur la mer. Donc personne, pas même vous. Que ce soit le cabinet comptable. Pas même vous. Pas même moi. Donc c'est l'anticipation, comme elle dit. Personne n'a anticipé sur ça. Et personne ne le savait non plus. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois pour que ça ne se reproduise pas? Comment on anticipe? On ne sait pas si on anticipe. Mais pour le moment d'abord, on ne sait pas si on va continuer ou si on va arrêter. Alors ça, c'est un calcul que vous devez faire en tant que chef d'entreprise. Il y a un défaut chez moi, c'est que moi, je ne suis pas marketing ni communicatrice. Je ne sais pas faire de la communication. Stop. Ça ne marche pas, ça. L'usine, elle trop s'appelle facile. Best Foam. Vous connaissez? Non, personne ici connaît, non? Non, mais je ne sais pas faire, ça ne marche pas en tant que chef d'entreprise. En fait, oui, mais... Bon, après on va rentrer dans un coaching, donc ça va pas les... Mais mettez-moi votre... Je vous reviens vers vous. Mettez-moi votre email. Pour information aussi, Farana, elle a une plateforme de coaching de femmes entrepreneurs. Donc c'est vraiment
formation inclusive, niveau mindset, business, émotion, ce qu'on a abordé tout à l'heure. Donc si éventuellement ça vous intéresse, et certainement ça vous intéresse, ben vous insérez directement votre contact. Et Farhana, je pense qu'elle prend le soin de prendre contact de vous. Voilà. T'as autre chose à rajouter, Farhana, de ce point ? En fait, par rapport aux formations, je voudrais juste préciser qu'il y a 3 niveaux et ça dépend là où vous en êtes et quelles sont vos problématiques en fait. Le premier niveau, c'est de dire ok, moi j'ai pas confiance en moi, je sais pas gérer le stress, j'ai laissé le pouvoir de ma vie à autrui et je suis un peu en mode je subis ma vie et je voudrais régler tout ça parce que j'ai peur de l'échec, j'ai peur du qu'en dira-t-on et j'ai des croyances qui me limitent et je sais pas comment gérer avec la famille et tout ça, manque de confiance en soi. Tout ça, tout ce qui est mindset, ça c'est un premier stade, il y a une formation pour ça. Le deuxième stade, c'est j'ai déjà commencé mon business, j'ai déjà un petit chiffre d'affaires, mais franchement, ça vole pas très haut. Et je voudrais vraiment faire décoller mon business et je voudrais vraiment passer à des chiffres plus importants, mais surtout de manière stable et récurrente. Ça veut dire que je voudrais que l'attraction des clients soit prédictible et que je ne sois pas angoissée tout le temps à me dire « Oh là là, j'ai signé ce contrat, mais est-ce que le mois prochain, je vais encore trouver des clients ou comment je vais faire ?» Ça, c'est un deuxième stade. Et le troisième stade, c'est le stade de je génère de l'argent facilement. Enfin, j'en génère, quoi, ça va, c'est cool. J'ai un super bon chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, mon problème, c'est que je suis esclave de mon entreprise et je n'ai pas commencé une activité de femme entrepreneur pour ça. J'ai envie aussi de prendre du temps pour mes enfants, prendre du temps pour ce qui est important pour moi et je cours tout le temps et j'en peux plus. Et je voudrais concilier vie pro et vie perso. Je voudrais donc toujours gagner plus, gagner même beaucoup plus parce que je suis ambitieuse et j'ai envie que ça monte et que ça passe à des niveaux supérieurs, mais en travaillant 2 fois moins. Donc il y a 3 étapes et c'est en fonction de là où vous en êtes que l'équipe de coach vous dirige vers la bonne formation. Je pense qu'on a 2 questions terminées. Donc moi, je m'appelle Tana et comme je disais, c'est plus ma mère, elle est entrepreneur. Et moi, j'ai fait un cursus vraiment dans l'objectif de faire un doctorat pour enseigner. Donc moi et l'entrepreneuriat, on ne s'est jamais croisés, mais aujourd'hui en revenant, je suis revenue donc 1 mois et demi, c'est en revenant ici que je me suis rendu compte que presque depuis 1 an, donc elle n'a plus de marché public du tout, avec tout ce qui se passe, c'est très difficile. Et elle a dit qu'elle va vraiment déclarer donc l'entreprise en faillite, elle ne veut plus rien avoir. Et je me pose beaucoup de questions parce que moi j'aimerais reprendre, mais par delà, je ne sais pas du tout mon domaine, tout ce qui est travaux publics, PTP. Et donc là, je me pose des questions, est-ce que pour reprendre l'entreprise, mais donc pour passer du public au privé, en gardant les mêmes activités que ma mère elle a fait, ou bien vraiment faire une entreprise, donc reprendre l'entreprise, mais dans tout autre domaine, que je me maîtrise un peu plus peut-être dans la communication. Et c'est par rapport à ça que j'étais là, donc du public au privé, et de changer carrément l'activité. Je peux répondre ? La maîtrise de la compétence n'est pas ce qui doit faire dépendre la décision. Parce que n'importe quelle compétence aujourd'hui, ça s'apprend. On peut apprendre un métier sur Internet. Donc c'est pas est-ce que je suis compétente là-dessus ou pas, c'est où est ma lumière. Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs hautes? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je kiffe? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie naturellement? De quoi je peux parler même s'il est minuit et que ça fait 4 jours que je n'ai pas dormi? Pourquoi on me sollicite? Il y a plein de questions auxquelles il faut répondre pour trouver, ok, est-ce que je suis dans ma lumière ou pas? Et quand c'est un démarrage, moi je conseille vraiment de faire gaffe à être dans sa lumière ou pas, parce que j'ai plein de femmes qui aujourd'hui font appel à des accompagnements, qui ont des chiffres d'affaires tout à fait raisonnables, qui sont à 30 000, 40 000 euros par mois, et qui aujourd'hui stagnent et n'arrivent pas à scaler leur business. Et pourquoi est-ce qu'elles n'arrivent pas à scaler leur business? C'est qu'à la base, les fondations, au tout démarrage quand elles ont commencé, elles ne sont pas solides parce qu'elles ne sont pas basées sur cette lumière. Donc elles ont utilisé leurs compétences en termes de marketing, de management, tout ce qu'elles ont appris sur le terrain et pendant les études. Elles sont très très bonnes. Là-dessus, elles n'ont même pas besoin de moi.
Mais là où ça bloque, elles n'arrivent pas à scaler, c'est-à-dire vraiment faire beaucoup plus et passer au niveau supérieur, c'est parce qu'elles ne sont pas dans leur lumière. Et être dans sa lumière, ça paraît un peu perché, mais c'est vraiment être dans sa zone de génie, sa zone de compétence. Pas que sa zone de compétence, mais en même temps en fonction de ce qu'on adore faire. Donc il vaut mieux, à mon sens, réfléchir sur ça, de savoir est-ce que je commence un nouveau truc et ne pas récupérer un business familial juste parce que c'est un business familial. Et d'essayer de... Après, il y a aussi beaucoup d'exercices émotionnels qui permettent de donner les réponses à ces questions et de sentir dans son corps, dans son intuition, dans son âme, qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Parce qu'il y a souvent à faire la part des choses entre ce que son mental nous dit et ce que le cœur nous dit. Et en général, faut suivre le cœur. Encore faut-il pouvoir connecter au cœur pour pouvoir trouver la réponse. Une dernière question, on va dire, pour clôturer. J'ai une question. Là, actuellement, je n'ai pas encore commencé. J'ai envie de créer mon entreprise, mais je n'ai pas encore commencé. Et je suis salariée. Et je me demande, mon travail me prend beaucoup de temps. Et je peux pas, je me demande si je peux effectuer les deux en même temps, créer l'entreprise et travailler. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Je sais pas. L'organisation. Après, ce ne sera peut-être pas des journées de 8 heures, mais ça sera une sacrée organisation pour le faire. Organisation au niveau timing. Voilà, c'est une gestion du temps en permanence. Quand on est chef d'entreprise aussi, c'est une gestion du temps en permanence. Pour essayer d'optimiser au mieux chaque petite case des tâches les plus importantes aux moins importantes et comment le faire. Donc à vous de voir, est-ce que créer votre entreprise fait partie des tâches les plus importantes. Donc classez tout ça. Hein, prenez du recul, classez tout ça et puis voyez par quoi vous devez commencer à ce moment-là. Parce qu'être entrepreneur, c'est être capable de switcher en fait de projet en projet, d'activité en activité. Par exemple, moi j'ai des enfants en bas âge, deux petits garçons qui ont moins de 4 ans. Donc c'est très difficile à gérer avec le travail à côté, avec d'autres multiples projets à côté, mais on trouve toujours le temps et on s'organise comme on peut en fait pour accomplir ce qu'on veut. Je pense que là, on touche à la fin. Je souhaiterais peut-être attribuer 1 minute à chacune, le panéliste. Quel serait le mot de la fin relié à ce topic, le pouvoir de la résilience, que ce soit au niveau l'aventure entrepreneuriale ou bien le développement personnel aussi en même temps, parce que c'est relatif aussi. On va commencer par Joanne. Oui, l'entrepreneuriat, on va dire oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure où on apprend tous les jours. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, ça sera aussi le mot de la fin, c'est que quand on est entrepreneur, on peut switcher, j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire peu importe l'activité. Et j'ai eu cette expérience-là et effectivement c'est une expérience qui était remplie de doutes. Et j'ai réussi à switcher en me disant, oui, en fait, dès qu'on est entrepreneur, on peut être dans l'informatique, on peut être dans la formation, on peut être dans les fleurs, on peut être dans les épices, peu importe, du moment que, il y a cette flamme qui nous entraîne, en fait, à faire progresser les autres. Voilà. Merci Joël. Alors, pour moi, depuis 2 ans, être entrepreneur, c'était ce qui pouvait m'arriver de mieux en fait dans ma vie. Et malgré toutes les difficultés que j'ai pu affronter, c'est une très belle aventure humaine, surtout parce qu'on rencontre tout le temps de nouvelles personnes qui vont nous faire grandir. Donc je rejoins un peu ce que je dis Joanne, c'est d'avoir d'abord la passion. Parce qu'avant de faire ça, c'était pas d'abord je veux être entrepreneur, je veux faire des talks comme ça, je veux être vue comme une femme entrepreneur. Je voulais juste en faire ce que je voulais en fait et maîtriser ma vie, vraiment maîtriser ma vie. Donc c'est ce qui me motivait plus et j'ai travaillé et
c'est comme ça qu'on arrive après à être reconnu. Mais d'abord, parce que je remarque aussi que dernièrement, on veut surtout être entrepreneur pour être reconnu auprès des autres d'être entrepreneur. Alors que c'est pas du tout comme ça en fait, c'est vraiment être passionné par ce qu'on fait. Tu aimes faire les savons, vous aimez le domaine où vous êtes, et c'est peut-être après quelques années que vous allez switcher à une autre activité. Mais en fait, pour commencer vraiment, il faut être assez passionné pour affronter les rouges dans la caisse, les employés qui vont vous piétiner, les collaborateurs qui ne seront pas toujours sympas. Donc, soyons d'abord passionnés, assez passionnés pour affronter tout ça. Merci. On va terminer par Farhana. Juste avant que je termine, je pensais à un truc pour Adrienne, pour avoir une motivation qui est naturelle. C'est hyper important de se reconnecter à ses pourquoi et ses pour qui. Dire, il faut être bien conscient pourquoi on fait les choses. Ça rejoint ce que dit Minou. On ne veut pas être entrepreneur pour être valorisé et reconnu par les autres. On peut être aussi excellente en tant que salarié et faire une grande carrière et être même meilleur que quand on est entrepreneur. Mais c'est vraiment se relier à ses pourquoi. Pourquoi je fais les choses? C'est quoi qui m'importe à moi? Pour qui je fais? Est-ce que c'est pour mes enfants? Est-ce que c'est pour mes parents? Est-ce que c'est pour être libre dans ma vie? C'est quoi mon pourquoi qui me prend aux tripes et qui me donne, qui me prend là à l'intérieur du ventre et qui fait que dès que je ne suis pas motivée, que je me reconnecte à ça, je vais avoir un boost naturel et j'aurai besoin de personne pour y aller. C'est ça. Et pour conclure, moi je voudrais vous dire en fait que c'est sympa de vous avoir ici. Je suis ravie de vous rencontrer avec Joanne et Mine, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est quoi la suite? Vous êtes venus passer une matinée sympa juste pour voir nos têtes ou qu'est-ce qu'on fait? C'est très important. Qu'est-ce qu'on fait? On aimerait bien savoir comment on fait pour gagner 2 fois plus. Alors il suffit, c'est super simple. C'est super simple. Non, c'est pas super simple, c'est pas vrai. Là, j'ai envie de le dire parce que franchement, il y a un truc aussi que je voulais dire. Après, j'arrête, mais. Allez, vas-y. Ah ouais, non, c'est dur pour moi de m'arrêter. Mais quand vous avez un produit, quand vous avez un produit que vous savez qui apporte de la valeur au monde, que vous êtes un entrepreneur, vous vendez un produit ou un service dont vous êtes fier et vous savez que ça apporte de la valeur au monde, n'hésitez pas à le vendre. Je prends énormément de plaisir à vendre mes formations. Et là, ce que j'ai envie de dire à Asne, c'est prends un rendez-vous, une session stratégique avec l'un des coachs de Farhana Feel Good et elle va t'expliquer exactement quel est le plan d'action à suivre pour gagner 2 fois plus en travaillant 2 fois moins. Donc oui, franchement... Moi, je vais la recruter comme commerciale chez moi. Envoyer du bois. Ça dépend ce que tu vends, parce que si ça ne m'inspire pas, je ne sais pas si j'aurai la même énergie. Mais non, voilà, voilà. C'est quoi la question à la base? Là, je suis partie dans un autre truc. Oui, alors voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on retourne chez soi et on a mangé des gâteaux, des croissants? On a rencontré Joanne, Mine et Farhana, c'était sympa, elles ont pris de leur temps. Non, mais sérieux, vous savez quels sont vos obstacles aujourd'hui? Qu'est-ce que vous décidez d'en faire, quoi, en fait? Parce que moi, quand j'ai entendu Michelle Obama qui a dit en fait, le succès, il ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous faites, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Je l'ai entendu franchement une dizaine de fois avant que je me mette en action. Le déclic, c'est quand on entend quelque chose, on en prend conscience et on se dit « Ok, maintenant, je vais bouger, je vais faire quelque chose. Je vais arrêter de rester là, à dire que moi, j'ai un problème. » Non, mais tu as un problème, mais t'en fais quoi, en fait? T'en fais quoi? Tu veux aller où? Qu'est-ce que tu veux faire? On y va pas? On fait comment? Et c'est pas une question de moyens. N'allez pas me dire « Ouais, moi, je voudrais me former, mais en fait, c'est cher. Alors, du coup, je peux pas pour l'instant. » Non. On peut se former pour rien aujourd'hui. Vous pouvez vous former gratuitement sur YouTube. Donc, quels que soient vos moyens, là n'est pas la question. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous prenez comme décision aujourd'hui pour que ça change? Quelle qu'elle soit. Établir un objectif quantifié, SMART. SMART, c'est bien. Hein. Les objectifs SMART, c'est bien. C'est des bons outils. C'est comme les business plans. De nos jours, c'est pas ce qui amène à la réussite.
les to-do list, les objectifs SMART et le business plan fait par le Le plan consultant. d'action, plus précisément. On peut faire sans. Ce qui va compter, c'est d'avoir le déclic, de savoir où vous voulez aller, de vous mettre massivement à l'action et de prendre des raccourcis, en fait. Il y a des méthodes qui marchent, il y a des gens qui connaissent, bah, suivez-les, quoi. N'allez pas essayer de tâtonner vous-même. Vous pouvez faire ça, mais ça prend plus de temps, ça prend plus d'argent, ça prend plus d'énergie, c'est plus galère. Prenez les chemins directs. Et ça demande un investissement en temps, en énergie et en argent. Clairement. D'accord. C'était le mot de la fin, du coup? Yes. D'accord. Ok, bon, on remercie nos 3 panélistes aujourd'hui et l'audience pour cette session enrichissante et inspirante en même temps. On prend contact. Bon, c'est une